Bon, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Je suis Catherine Valencia Lopez, chef des projets environnement aux ETMC. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous un regard environnemental de la pierre. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'élever la notion environnementale de la pierre et sa performance autant que matériau de construction. Donc, pour commencer, je vais vous donner quelques informations. Le secteur du bâtiment représente 25% de l'empreinte carbone et en France. Dans l'urgence climatique, la transition vers des matériaux de construction plus durables n'est plus une option, c'est une nécessité. Dans ce sens, la réglementation environnementale 2020 a marqué un tournant important, puisque pour la première fois, l'impact carbone des matériaux de construction est pris en compte dans les calculs réglementaires. Donc, chaque choix de matériaux fait désormais partie de l'impact environnemental d'un bâtiment. Dans ce sens, la pierre occupe une place importante. Elle fait partie de notre patrimoine bâtiment depuis des millénaires. Des cathédrales aux bâtiments haussmanniens, elle a traversé des siècles en gardant toute sa beauté et solidité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un matériau du passé. C'est surtout une solution d'avenir pour une construction durable, responsable et respectueuse de notre environnement. Donc aujourd'hui, mon objectif aussi, c'est de vous montrer comment et pourquoi la pierre répond aux enjeux environnementaux actuels et comment vous, en tant que preneur de décision, pouvez intégrer ces données dans vos calculs. Là. Oups. OK. Donc la pierre a plusieurs atouts environnementaux. Son bilan carbone est particulièrement intéressant. Son processus d'extraction est sobre en énergie. Contrairement aux matériaux qui nécessitent une cuisson ou une transformation thermique intensive, la pierre naturelle est extraite, découpée et façonnée avec des processus mécaniques relativement peu énergivores. Une fois posée, elle ne dégage aucune émission et elle ne nécessite ni entretien majeur ni remplacement fréquent. Elle contribue également à le confort thermique d'un bâtiment, réduisant ainsi l'utilisation de climatisation et de chauffage. L'un des atouts majeurs de la pierre naturelle, c'est sa longue durée de vie. Si vous regardez autour de vous, vous verrez des bâtiments qui sont là depuis des siècles, généralement en très bonnes conditions. Cette durabilité a un impact environnemental direct. Pourquoi? Parce que plus un matériau dure longtemps, moins il faut le remplacer et donc moins on génère des impacts liés à sa production, son transport et à la mise en œuvre de nouveaux matériaux. Dans un cycle de vie, dans l'analyse du cycle de vie, cette longévité s'est traduite par un amortissement sur une longue période, bien plus long que les 50 ans généralement pris en compte dans les calculs réglementaires. La pierre naturelle s'inscrit parfaitement dans le principe des économies circulaires. En fin de vie d'un bâtiment, la pierre peut être réemployée telle qu'elle dans de nouveaux projets. Elle peut être retaillée pour d'autres usages, concassée pour une utilisation en voirie ou restituée dans la nature puisqu'il s'agit de matériaux naturels et non polluants. Contrairement aux matériaux composites ou traités chimiquement, la pierre ne pose aucun problème dans sa phase de déconstruction ni recyclage. Elle ne génère pas des déchets ultimes problématiques et de plus en plus de projets architecturaux contemporains utilisent la pierre de remploi dans ces projets, mettant en valeur la matière de déconstruction. Cette démarche réduit considérablement l'impact environnemental d'un projet. Au-delà des aspects purement carbone, la pierre aide aussi au confort et à la qualité de vie dans les bâtiments. L'énergie thermique de la pierre lui permet d'accumuler la chaleur et la fraîcheur et de la restituer progressivement. Sa capacité hygroscopique lui permet de réguler l'humidité. Ces deux capacités lui permettent à la pierre de réguler naturellement
la température dans le bâtiment. Cela aide au confort thermique et réduit l'utilisation de climatisation et chauffage. La pierre, c'est un matériau naturel sans composés organiques volatiles et elle ne émet aucune substance nocive dans l'air. Et cela aide à la qualité de l'air intérieur sain dans le bâtiment. Et finalement, sa densité élevée lui confère des performances d'isolation acoustique, notamment appréciées dans des milieux urbains. Hop là. Oups. C'est bon. Et finalement, la France possède une richesse géologique exceptionnelle. Des calcaires tendres et durs, passant par différents types de granit et de grès, chaque région possède sa richesse en pierre. Construire en pierre, c'est de valoriser la ressource régionale, réduire des distances de transport et maintenir les savoir-faire locaux. Elle aide aussi à l'économie locale et à maintenir des emplois non délocalisables. Cette regard territoriale s'inscrit parfaitement dans les objectifs de la RE 2020 qui encourage l'utilisation de matériaux locaux et géosourcés. Pour que ces atouts environnementaux puissent être pris en compte, il faut pouvoir les mesurer et les comparer objectivement. Donc, c'est là qu'il intervient l'analyse de cycle de vie et les F2S. Mais qu'est-ce que c'est une F2S? Pouvez-vous lever la main les personnes qui ont déjà travaillé avec les F2S? Ok, merci. Donc, depuis l'entrée en vigueur de la réglementation RE 2020, chaque matériau utilisé dans un bâtiment doit prouver son impact environnemental. Ces déclarations se font à travers d'une F2S, une fiche de déclaration environnementale et sanitaire conforme à la norme NFEN 15804 et son complément A2. Elle doit aussi être validée sur la base INIES. Cette fiche contient l'information de tout le long d'une analyse de vie cycle de vie d'un matériau, commençant par son extraction et passant par la transformation, le transport, la mise en œuvre, l'utilisation et la fin de vie. Elle contient également des informations sanitaires, comme la qualité de l'air intérieur et des substances dangereuses. Cette démarche standardisée permet de générer des F2S et permet aux professionnels de comparer différents matériaux et de justifier leur choix dans le cadre de la RE 2020. Cette réglementation encourage les projets qui sont transparents et elle encourage aussi l'utilisation de matériaux recyclables, bas carbone et locaux. Pardon. Voilà. Et donc, vous, en tant qu'architecte, maître d'ouvrage ou bureau d'études, vous avez besoin des F2S pour vos calculs RE 2020. Jusqu'à aujourd'hui, pour avoir accès aux F2S spécifiques à la pierre, c'était nécessaire de faire appel à des experts en analyse de cycle de vie. Cela constituait une démarche longue de plusieurs mois, coûteuse et parfois complexe. Cela constituait aussi un frein majeur à la filière de la pierre, notamment aux petites et moyennes entreprises. Donc, c'est pour répondre à ces problématiques que le CTMNC a voulu créer un outil, un configurateur, pour créer des F2S automatiquement. Donc, je vous présente le configurateur d'IMACV. C'est un outil en ligne simple à utiliser et gratuit qui permet de générer des F2S tout en conformité de la RE 2020. Vous n'avez plus besoin d'attendre longtemps ni de dépenser des sommes importantes pour avoir accès à des informations environnementales et fiables sur la pierre. Donc, je vais vous montrer rapidement dans cette vidéo comment cela marche. Il suffit... Attends. Normalement, ça doit commencer...
Voilà, donc il faut juste suivre une démarche simple de 3 pas. Après une création de compte, l'utilisateur doit choisir la famille du produit. Pour cette première version, ils ont été choisis 7 produits. Ce sont les plus représentantes de double revêtement moral en permanence, dallage de bâtiment, pavage de voirie, dalle de voirie et bordure de voirie. Ensuite, l'utilisateur doit remplir quelques paramètres. Donc, pour commencer, le nombre de projets et le nombre de labellisations. C'est possible de choisir entre différents types de pierres. Il a été ajouté pour l'instant le calcaire de basse densité, calcaire de haute densité, le granit et le grès. Ensuite, il faut fournir les dimensions ainsi que la masse volumique de la pierre. Finalement, il faut choisir le type de pose et la finition, et la distance entre le site d'extraction et le chantier de pose. Et voilà, l'utilisateur va avoir alors 3 documents qui sont prêts à être utilisés dans les calculs et revendants. Un document PDF, un tableau Excel et un fichier XML. Donc, le PDF FDES ressemble à ça. Vous avez toutes les informations de tout le cycle de vie de votre produit avec les calculs finaux de 36 catégories d'impact qui sont calculées dans l'analyse du cycle de vie. Voilà, je vais passer rapidement. OK. Avec les informations fournies par l'utilisateur, DIMA-CV calcule l'empreinte carbone du produit, notamment le impact CO2 par mètre carré. Il tient aussi en compte la masse volumique. Cette information, c'est important notamment pour estimer l'énergie liée au façonnage et au transport. Ce sont les 2 étapes les plus impactantes du cycle de vie de la pierre naturelle. Cette démarche est possible grâce à une base de données mutualisée élaborée avec la participation des 14 entreprises qui ont donné leurs informations bénévolement. Avec ces données, 7 FDES mères ont été élaborées, un pour chacun des produits intégrés dans l'outil. Lors de l'utilisation de DIMA-CV, l'utilisateur génère alors un FDES-FI. Il s'agit donc d'une approche de FDES collectif qui repose sur une base de données mutualisée, reflétant les résultats représentatifs basés sur la moyenne du secteur. Cette FDES collectif permet une déclaration fiable et accessible à toutes les entreprises et grâce à une FDES sous forme de FDES-FI paramétrisée avec les données réelles du produit. À l'inverse, une FDES individuelle repose sur une base de données propre à l'entreprise. Elle met en avant ses optimisations et ses procédés qui sont vraiment spécifiques à cette entreprise. Elle nécessite plus de temps et des ressources, mais valorise les outils spécifiques de cette entreprise. Donc, le DIMA-CV compte avec plusieurs avantages. Donc, ça garantit une conformité totale de la R2020 et ces données sont traçables, ce qui rend les projets de construction plus transparents. L'outil fait gagner du temps aux architectes, bureaux d'études et maîtres d'ouvrage qui peuvent produire eux-mêmes les FDES sans attendre plusieurs mois. La personnalisation des paramètres, comme la distance,
le type de produit, le type de poste, les dimensions, donne un résultat plus proche de la réalité du terrain. Et finalement, cet outil a été validé par le bureau d'études EILOOP et WILOOP, ainsi qu'un vérificateur INIS Frank Werner. Et cela donne une crédibilité scientifique au configurateur. Donc, il faut retenir que le choix des conceptions a un impact direct sur le bilan environnemental. Et la pierre performante peut être utilisée dans une structure porteuse, réduisant ainsi le recours systématique au béton. L'impact environnemental est aussi lié à la finition de la pierre choisie. Par exemple, une pierre brute ou simplement sciée a un impact limité, tandis qu'une pierre flammée ou polie nécessite davantage d'énergie de façonnage. L'utilisation de pierres locales est recommandée pour avoir une réduction aux impacts liés au transport. Et le remploi de la pierre dans le projet des bâtiments peut réduire considérablement l'empreinte environnementale. Et finalement, les propriétés thermiques et hygroscopiques de la pierre lui permet d'aider au confort thermique et cela réduit l'utilisation de chauffage et de climatisation. Voilà. Donc finalement, pour conclure, la pierre naturelle répond aux enjeux environnementaux des constructions d'aujourd'hui et de demain. Elle allie performance environnementale, qualité architecturale, ressources locaux et économie circulaire. Avec des outils comme DIMACV, la pierre devient un matériau plus accessible et c'est plus facile de l'intégrer dans le calcul réglementaire. Donc, je vous invite à tester les configurateurs sur le site dimacv.ctmnc.fr et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci de rappeler des choses qui, dans tous nos métiers, quelles que soient les personnes présentes ici, nous rappellent qu'il faut dimensionner les choses pour faire atterrir nos envies et nos visions, comme le rappelait Rudy Ricciotti, dans le monde réel. Voilà, il y a peut-être des questions parce que vous avez impeccablement tenu la montre. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être à Madame Valencia Lopez. Alors, je laisse tourner le micro. Super, merci Gilles. Et on vous invite, comme on l'a fait ce matin, à vous présenter d'abord, ce que je n'ai pas fait moi. Donc, je suis Frédéric Auclair, architecte du patrimoine, société Almatoya Architecture. Ravi d'être là et de continuer à contribuer à la 4e édition de ces beaux rassemblements qui nous font du bien. Alors, je ne sais pas où la main s'était levée et on vous laisse vous présenter comme je viens de le faire à l'instant. Oui, tout à fait, oui, pardon. Bonjour, merci Catherine pour la présentation. Je suis Carla Pani, je suis ingénieure à Rocamat. J'avais une question concernant notamment les FEDES, déjà les FEDES collectives. En fait, quand on entre dans les sites INIS et on regarde les DED, par exemple, sur d'autres matériaux, je sais qu'on ne peut pas comparer des FEDES pierre ou FEDES céramique. Est-ce que tu peux expliquer la différence, notamment entre la comparaison d'unités fonctionnelles par rapport aux autres FEDES et donc aux autres matériaux qui ont des unités différentes et comparaison par exemple les bétons ou la céramique pour le dallage. Merci Carla pour la question. En fait, c'est une question qu'on nous pose souvent et en fait, pour pouvoir comparer les données qu'on a avec les FDES, il faut avoir exactement les mêmes hypothèses de calcul. Donc, il faut avoir les mêmes distances de transport, le même site, les mêmes processus de transformation. Et parfois, cette hypothèse, elle change même entre la pierre, ils ont des hypothèses différentes. Et entre des matériaux, c'est impossible vraiment d'avoir exactement les mêmes hypothèses. Donc, dans les ACV de bâtiments, il faut vraiment comparer la totalité d'un projet d'un bâtiment avec des produits, des parois en béton ou des parois en pierre pour pouvoir comparer la totalité et avoir une réponse claire. Parce que seulement en comparant les FDES d'un produit à l'autre, on n'a pas vraiment
des données qui peuvent être comparées entre eux parce qu'il s'agit juste des données différentes. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, bonjour, Simon Hénin des Carrières de Noyant. Je suis juste là. Alors, je voulais juste préciser un petit peu au propos. Je vous remercie déjà d'avoir fait cet effort, d'avoir créé ce configurateur dynamique. Une précision quand même qui est importante, les fiches FDS individuelles, que beaucoup de carrières ici prennent du temps à faire et qui coûtent beaucoup d'argent, ont quand même un résultat de CO2 qui est beaucoup plus avantageux qu'une fiche collective. Et donc, j'invite les intervenants ici, messieurs, dames, architectes ou promoteurs, à aller voir quand même dans la base Ignace. On a quand même quelques carrières en France qui font l'effort d'avoir fait des fiches individuelles à deux, il y a maintenant 2-3 ans. Et donc, c'est important de le mettre aussi en avant. Voilà, c'est tout. Oui, bien sûr, merci. Et justement, je l'ai dit dans la présentation, mais peut-être que c'était pas assez clair. J'ai pas passé assez de temps pour l'expliquer. Mais c'est vrai que c'est plus avantageux une FDS individuelle parce que ça tient en compte avec beaucoup de détails toutes les informations environnementales. Le configurateur, il tient en compte la moyenne des différentes entreprises. Donc, quand on prend en compte la moyenne, peut-être qu'on va oublier des données qui sont beaucoup plus performantes ou moins performantes. Donc, c'est vrai que la FDES, elle met beaucoup plus en avant le matériau. La FDES individuelle, pardon, elle met beaucoup plus en avant les matériaux. Mais la démarche collective est intéressante, elle n'était pas forcément gagnée non plus, hein, je pense. J'ai une autre question. Bonjour, c'est Anaïta Mirani de laboratoire GSA. Merci pour votre présentation. J'ai une question par rapport aux bases de données des outils utilisés pour les carrières pour calculer les impacts pendant les sièges. Et par rapport à comment ils collectent les données? Oui, parce qu'en fait, par rapport de chaque carrière, on peut considérer qu'ils utilisent des différents types des outils. Et comment pour FDES collective, vous considérez quelle base de données en fait? Ok. Bon, comme j'ai expliqué, c'était 14 bases de données qui ont été collectées auprès des 14 entreprises. Du coup, c'est des entreprises qui ont déjà fait des FDES individuels, mais du coup, c'est des informations qui ont été prises vraiment c'est une analyse de cycle de vie qui a été faite pour chacun des 14 entreprises. Et puis, c'est une information qui est vérifiée. Donc, il y a des vérificateurs INIS qui ont validé toute cette approche scientifique. Et après, il y a une moyenne qui a été créée. Et toutes ces moyennes, elle a été faite par rapport à une norme qui explique comment on peut créer la moyenne des différentes données et pour que ça soit vraiment cohérente. Merci. On va prendre une dernière question et on va enchaîner sur le programme. S'il y en a une ou une dernière intervention. Vous avez donné vos coordonnées, on vous en remercie. S'il y a d'autres questions, le site du CTMNC est plutôt bien fourni. On l'a évoqué ce matin. Voilà, moi, j'en ai peut-être une, en fait. Il y a une nouvelle question ou pas? Ouais, moi, j'en ai peut-être une. Alors, cet outil-là, vous le diffusez, enfin, à part des communications comme aujourd'hui, comment vous faites savoir à toute la profession, à toute la filière, que ce dimensionnement ACV existe? Et bon, c'est un outil qui va être communiqué dans différentes conférences. Jusque-là, ça a été publié sur le site LinkedIn de CTMNC. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre pour être au jour de toutes les informations. Et prochainement, si vous êtes intéressé pour savoir plus d'informations, plus techniques, il y aura un webinaire qui sera animé par moi prochainement. Et c'est comme ça qu'on va essayer de éparpiller cette information auprès de personnes intéressées. Et le webinaire, sa date, c'est diffusé comment? C'est un webinaire qui sera, je vais le préparer de plus. Il faut que d'abord on communique sur l'outil pour avoir vraiment des gens intéressés. Et dès qu'on a le webinaire prêt à présenter, on vous tiendra au courant sur le site LinkedIn de CTMNC. Merci. Le message a passé. Merci infiniment, Mme Valentia Lopez. On peut vous applaudir, effectivement.